Il existe des histoires qui ne nous quittent jamais, des visages qui, même des décennies plus tard, hantent encore la mémoire collective. Mais que se passe-t-il lorsque l'actrice derrière l'une des plus grandes légendes du cinéma français, une femme adulée, enviée, incomprise, décide enfin de briser le silence? À 86 ans, Michel Mercier ne retient plus rien. Sa confession n'est ni bruyante ni amère. Elle est calme, réfléchie, et pourtant elle confirme ce que beaucoup ont toujours soupçonné. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir notre travail. Née le jour de l'an, dans la ville ensoleillée de Nice, Jocelyne Yvonne Renée Mercier voit le jour dans un univers de privilèges et d'attentes rigides. Fille aînée d'un pharmacien renommé, héritière d'une entreprise familiale bien établie dans la pharmacie et la cosmétique, son avenir semblait tout tracé, respectable, soigné, sans surprise. Dans un foyer fondé sur la science, la tradition et le statut social, Jocelyne était destinée non pas à monter sur scène, mais à prendre un jour les rênes des laboratoires portant le nom de sa famille. Mais dès l'enfance, elle ressentait le poids de ses attentes comme une cage. Son âme aspirait à tout autre chose, quelque chose de plus insaisissable, de moins sécurisé. Elle ne voulait pas calculer des dosages ni hériter d'une entreprise. Ce qui la faisait vibrer, c'était le mouvement, le rythme, ce langage du corps qui disait ce que les mots ne pouvaient pas. Tandis que sa famille mesurait la réussite en formules et en bénéfices, Jocelyne la mesurait en applaudissements. À seulement 15 ans, elle convainc ses parents de la laisser entrer à l'école de ballet de l'Opéra de Nice, devenant l'un des plus jeunes petits rats de la compagnie. Dans ce monde gouverné par la précision, la discipline et la tenue, elle s'épanouit. Le studio devient son sanctuaire. Chaque douleur, chaque orteil meurtri, chaque répétition épuisante la rapprochait d'un sentiment de but qu'elle ne pouvait expliquer, seulement ressentir. Pour elle, la danse n'était pas seulement une passion, c'était une forme de libération. À l'adolescence, son talent devient indéniable. Elle illumine la scène d'une grâce étonnante pour son âge. Mais ce don, au lieu d'être encouragé par sa famille, devient source de conflits. Son père, malgré l'amour qu'il lui portait, restait insensible aux rêves de tutus et de pirouettes. À ses yeux, la danse n'était qu'une distraction charmante qui finirait bien par s'éteindre lorsque viendrait l'heure de reprendre l'empire familial. Mais Jocelyne ne céda pas. À 17 ans, défiant les traditions et la volonté ferme de son père, elle quitte Nice pour Paris. Un geste audacieux pour une jeune fille élevée dans le confort de la Côte d'Azur, mais elle était déterminée à tracer sa propre route. Elle rejoint alors les célèbres ballets de Roland Petit, s'immergeant dans un univers exigeant, grisant, parfois cruel. Elle enchaîne ensuite avec les ballets de la Tour Eiffel. Chaque rôle la rapprochait un peu plus de son rêve de devenir danseuse étoile. Puis vint le théâtre des Champs-Élysées, où elle danse dans Gosses de Paris, une chorégraphie de Pierre Lacotte sur une musique de Charles Aznavour. Ce devait être l'apogée, mais comme tant de rêveurs, le triomphe fut de courte durée. La compagnie fit faillite pour des raisons financières, et en un instant, son avenir dans la danse s'effondra. Effondrée mais pas vaincue, elle change de voie, étudie l'art dramatique avec Solange Sicard et passe même quelque temps à Londres, où elle élargit sa palette artistique. De retour à Nice pour les vacances de Noël 1956, le destin intervient. Lors d'une réunion de famille apparemment anodine, elle rencontre le réalisateur Denis de la Patelière et le scénariste Michel Audiard. Ils recherchent une actrice pour un petit rôle clé dans leur prochain film, Retour de Manivelle, aux côtés de Michel Morgan et Daniel Gélin. L'offre semble être un détour dans sa carrière artistique, non une destination. D'abord, elle refuse. « Je suis danseuse, pas actrice », insiste-t-elle. Mais son père, sentant peut-être l'ironie de sa propre obstination, l'incite à accepter. « Au moins, on te verra une fois à l'écran », dit-il. À contre-cœur, elle accepte. Il restait un dernier changement, son prénom. Jocelyne, estimaient les réalisateurs, sonnait trop démodé, trop lourd pour une affiche. On lui demande d'en choisir un autre. Elle choisit Michel, en hommage à sa petite sœur décédée du typhus à l'âge de 5 ans. Un hommage, mais aussi une renaissance. Et c'est ainsi que Michel Mercier entre en lumière. Elle ne se doutait pas qu'en quelques années à peine, le monde oublierait complètement Jocelyne pour ne plus jamais lâcher Angélique. Brigitte Bardot avait refusé le rôle, Marina Vladi s'était désistée. Alors les producteurs Francis Caunes et Bernard Bordery parcourent l'Europe, jusqu'à trouver Michel, en train de tourner en Italie avec Vittorio Gassman et Ugo Tognazzi. Elle avait 25 ans, belle, expressive et, comme le voulait le destin, disponible. Le processus de casting fut impitoyable. Des dizaines d'essais devant la caméra, des exercices dramatiques,
des essayages de costumes. Mais Michel tient bon. Elle voyait en Angélique quelque chose d'elle-même, et peut-être qu'Angélique voyait aussi quelque chose d'elle. Elle obtient le rôle. Le succès est immédiat. Angélique n'était pas simplement un film, c'était un phénomène culturel. Les femmes voulaient lui ressembler, les hommes l'adoraient. Les médias étaient fascinés par ses crinolines, ses cheveux, son audace. 5 films suivirent. Le public était obsédé. Le nom de Michel Mercier devint indissociable de celui d'Angélique. Mais tandis que le public tombait amoureux de la marquise, l'actrice commençait à se sentir étouffée. Le rôle qui lui avait apporté la gloire mondiale l'avait aussi enfermée. Les offres pour d'autres rôles se tarirent. Les producteurs ne voyaient en elle que l'héroïne romantique, et lorsqu'elle osait demander de meilleurs scénarios, des dialogues plus fidèles à l'époque ou tout simplement une rémunération équitable, elle était écartée. Elle ne touchait que 50 000 francs par film. Finalement, elle refusa de tourner les 6 et 7 volets prévus de la saga. J'ai tout essayé pour lui échapper, avoua-t-elle des années plus tard. Mais rien ne fonctionnait. Angélique la rattrapait toujours. Elle avait été enfermée dans un moule qu'elle n'avait pas choisi, et une fois durcie, il ne se briserait plus. Michel Mercier n'a jamais plié, ni face au rôle qu'on lui proposait, ni face aux règles tacites qu'imposait l'industrie. À une époque où les femmes du cinéma étaient censées sourire, se soumettre et se taire, elle a choisi la rébellion. Et cette rébellion, courageuse, brute, souvent coûteuse, a façonné l'un des traits les plus marquants de sa vie. Aux yeux du monde, elle était une beauté, une sirène de l'écran, l'incarnation de toute une génération de fantasmes romantiques. Mais derrière les projecteurs, elle était aussi une femme qui avait survécu à d'innombrables tentatives de l'écraser. Bien avant que les conversations mondiales sur le harcèlement et l'exploitation ne prennent de l'ampleur, Michel vivait déjà les dérives toxiques de l'industrie. Elle l'a dit sans détour. Je pourrais vous fournir une liste certifiée de noms des hommes qui m'ont tripoté, qui ont essayé de négocier des rôles avec leurs mains plutôt qu'avec des contrats. Mais ça n'allait jamais loin. Je ne les ai jamais laissés faire. Michel Mercier n'a jamais eu peur de dire non, mais chaque refus avait un prix. Derrière l'image glamour soigneusement entretenue par les studios, elle traversait une série d'épreuves qui auraient pu briser n'importe qui. Sa vie sentimentale fut marquée par des relations douloureuses et des désillusions répétées. 2 mariages se sont effondrés, l'un après l'autre, laissant derrière eux un goût amer d'échec personnel. Elle a vécu des amours passionnés, souvent destructeurs, qui se terminaient dans la douleur ou la trahison. L'argent, censé apporter la sécurité, ne fit qu'ajouter une autre couche d'amertume. Ses contrats, déséquilibrés dès le départ, lui laissèrent peu de bénéfices réels malgré des millions générés par la saga Angélique. Elle avait beau être le visage de l'une des héroïnes les plus célèbres du cinéma européen, ses comptes bancaires ne reflétaient en rien ce succès. Ses tentatives d'investissement furent malheureuses, et plusieurs personnes de son entourage profitèrent de sa confiance. Ses économies s'évaporèrent, parfois à cause de la malhonnêteté d'autrui, parfois à cause de choix précipités dictés par la peur de manquer. La gloire qui l'avait propulsée sous les projecteurs devint vite un fardeau. L'ombre d'Angélique planait sur chaque décision de sa carrière. Les producteurs ne voyaient en elle qu'un seul visage, celui d'une marquise flamboyante dans des robes somptueuses. Les rôles dramatiques, plus profonds, plus nuancés, lui échappaient. Elle tenta de se réinventer, de montrer qu'elle pouvait être autre chose qu'une héroïne romantique figée dans le XVIIe siècle. Mais l'étiquette était trop forte. Elle devint prisonnière d'un rôle qu'elle avait aimé incarner, mais qu'elle n'avait jamais voulu porter à vie. L'Italie lui offrit pourtant un nouveau souffle. Elle tourna aux côtés de grands noms comme Vittorio Gassman et Marcello Mastroianni, découvrant un cinéma plus libre, plus audacieux. Mais même là-bas, la presse et le public la ramenaient sans cesse à son personnage mythique. Et lorsque les opportunités se firent plus rares, elle connut la solitude et l'isolement, des réalités bien loin des tapis rouges. Michel Mercier confia plus tard avoir touché le fond, sombrant dans une dépression profonde. Elle parlait d'un sentiment d'injustice, d'avoir tout donné pour un art qui, en retour, l'avait souvent trahi. Elle évoquait aussi la cruauté d'un milieu où une femme, passé un certain âge, devenait presque invisible. Dans un monde où la jeunesse et la beauté semblaient être les seules monnaies de valeur, elle devait lutter pour rester digne et debout. Pourtant, malgré tout, elle ne se considérait jamais comme une victime. Sa force intérieure, forgée dès son enfance contre les attentes familiales, ne l'a jamais quittée. Elle disait souvent « J'ai souffert, mais j'ai choisi de vivre ». Ce choix, elle l'a réaffirmé encore et encore, même lorsqu'elle traversait des tempêtes.
À mesure qu'elle vieillissait, Michel trouva dans l'écriture une nouvelle façon d'exister. Elle publia ses mémoires, partageant sans détour les joies, les humiliations, les désillusions et les instants de grâce qui avaient façonné son destin. Loin de l'image idéalisée de l'actrice inatteignable, elle se montrait vulnérable, humaine, mais toujours fière. Ses récits, parfois poignants, rappelaient que derrière la star flamboyante se cachait une femme qui avait payé cher son indépendance. Ses paroles résonnaient d'autant plus fort qu'elles étaient dites sans amertume. Elle ne cherchait pas à régler des comptes, mais à témoigner. Témoigner de ce que signifie être une femme dans un univers impitoyable, où les hommes dictaient les règles et où chaque geste de liberté était vu comme une provocation. Elle n'avait jamais accepté de compromis indignes, et c'était peut-être ce refus qui lui avait coûté les plus grands rôles de sa carrière. Avec le temps, une autre dimension de Michel Mercier s'imposa, celle d'une survivante. Elle n'était pas seulement l'icône figée d'un cinéma en costume, mais une voix qui avait traversé les orages pour arriver jusqu'à nous, intacte dans sa dignité. Ses confidences, faites à un âge où beaucoup préfèrent taire leurs blessures, eurent l'effet d'un choc. En osant dire tout haut ce que d'autres avaient préféré cacher, elle rejoignait le cercle rare de ces artistes qui deviennent plus grands que leurs propres films. Sa confession à 86 en n'était pas une revanche. C'était un don, un miroir tendu à toutes celles et ceux qui avaient rêvé, souffert, résisté. Aujourd'hui, lorsqu'on pense à Michel Mercier, on pense encore à Angélique, mais plus seulement. On pense aussi à une femme qui n'a jamais cessé de lutter pour être elle-même, contre les carcans sociaux, contre les illusions du succès, contre la dureté du milieu artistique. Elle n'a pas gagné toutes ses batailles, mais elle n'a jamais capitulé. À travers ses mots, ses gestes, son silence enfin brisé, elle nous rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans les tapis rouges, mais dans la capacité à se relever après chaque chute. Sa vie, marquée par l'éclat et les blessures, demeure l'une des plus fortes leçons d'indépendance et de courage du cinéma français. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir notre travail et ne rien manquer des prochaines histoires.